Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre rendez-vous quotidien du décryptage de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h 18h 20h Greenwich Mean Time. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit une dame, le regard hagard, à bout de force, allongée sur du sable, à perte de vue, sous un soleil de plomb. Les compagnons d'infortune, une quarantaine, d'après la voix que l'on écoute, passent encore quelques instants autour d'elle avant de l'abandonner. Pour cet acte, ils demandent pardon à Dieu et l'aventure peut se poursuivre pour cette quarantaine de jeunes Camerounais partis de Douala la deuxième quinzaine de juillet 2021 au fin de rejoindre l'Eldorado européen. Comme cette dame et tout son groupe, ils sont nombreux les jeunes Camerounais et Camerounaises qui décident chaque semaine de quitter leur pays, le Cameroun. Destination, l'Europe. Mettant de côté les moyens de transport conventionnels plus adéquats pour gagner le vieux continent. Ils choisissent la route. La traversée du désert et la Méditerranée reste très risquée. Que vaut parfois ce risque face à la détermination de ces jeunes à la seule idée de quitter leur pays où, selon eux, tous les horizons sont bloqués, fermés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Immigration clandestine, partir à tout prix et à tous les prix, c'est une interrogation. Pour tenter de comprendre et même répondre à cette interrogation, nous avons invité un plateau ici à Douala. Paul Youm, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Léo Otto. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox Soir. Permettez-moi en une minute, nous avons l'habitude toujours de dire des choses quand elles ne marchent pas. Il faut aussi féliciter les choses qui avancent. J'ai une pensée ce soir pour l'ensemble du personnel de l'hôpital La Quintini de Douala. Particulièrement, je salue le professeur Noël Emmanuel Essomba oui. et sa conseillère médicale, le docteur Marie-Solange Dom. Qu'est-ce qu'il a fait le docteur, le professeur Essomba? J'ai fait plusieurs tours, plus de 4-5 fois, tours à l'hôpital La Quintini ces derniers mois. Et honnêtement, j'ai était dans son service de prise en charge personnalisée, qui est un service au-dessus de plus de 90% des cliniques dans la ville. Et j'ai beaucoup apprécié la qualité de service. Même la façade de l'hôpital à Quintini a totalement changé. Ils sont en train d'amener l'hôpital à Quintini. Vous mettez ça à l'actif du professeur Essomba depuis qu'il est là? C'est un changement drastique depuis 6 mois pratiquement. Donc il est là depuis 1 an. Donc même au niveau de l'entrée de l'hôpital, tout a changé. Je tiens vraiment à féliciter leur travail, leur dire d'aller de l'avant pour amener cette institution hospitalière au sommet. Voilà. À côté de vous, Yves Abama, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Lin. Bonsoir aux nombreux auditeurs de Equinox Télévision. Bonsoir aux copanélistes. Je dis également bonsoir à ces millions de Camerounais qui continuent de soutenir le Lion, malgré la jactance et les manipulations de notre opposition de prêcheuse de chaos. Un salut spécial aux populations de Bafia et du Mbam en général, qui malgré tout... Vous pensez au village, là, bien sûr, malgré tout, continue de soutenir le président de la République. Et nous pensons que c'est le bon choix. C'est le choix qui participe à la stabilisation de ce pays. Ok. En face de vous, Guy Laurent Kwam. Bonsoir, Guy. Bonsoir, c'est Jalin. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je vais m'incliner devant cette tradition que vous connaissez au nom de la Renaissance pour saluer tous les prisonniers politiques du Cameroun, quel que soit leur bord, et particulièrement les prisonniers politiques du MRC qui sont pris en otage. Profiter par la dictature. Merci de le dire. Je crois que vous connaissez déjà ce refrain. Et pour dire un bonsoir, un bon retour à Yaoundé, à la présidente nationale des femmes MRC, Madame Maître Awassou Mispa. Je voudrais dire que je suis heureux d'être sur ce plateau. Malheureusement, je n'ai pas la chance ce soir
d'être en face de l'honorable Samuel Motte qui a menti sur ce plateau sur Maurice Oh là Kamto. là. Une Oh là campagne là. haineuse. Il n'a qui pas semble menti. être- Ce qu'il a dit est vrai. Une campagne Non, non, je haineuse. vous en prie, Nous je vous en avons- prie. Non, je ne voulais l'ai pas- pas, vous voulez. non, non. Ne venez Voilà. pas attaquer Donc, mon J'aimerais camarade bien sur le qu'on en plateau. parle. Et que Non, les Camerounais Peut-être on va, voient- Oui. vous allez lui Il n'a répondre pas une menti. fois. Quoi, Je vais le comment démontrer. cet honorable peut mentir Il n'a sur pas une menti. personnalité Je comme Je vais Maurice Kamto? démontrer qu'il n'a pas menti. Non, non, c'est pas le thème, la thématique aujourd'hui. Et vous avez terminé Oui, je Guy- crois Guy qu'ils Laurent ils m'ont Poix. arrêté alors que je l'ai laissé faire les civilités. Donc Oui. je disais donc que nous espérons que nous aurons un plateau qui permettra d'éclairer les Camerounais sur la thématique de l'immigration clandestine, qui n'est pas un fléau seulement camerounais, qui est mondial, et que nous contribuerons à ce que ce phénomène soit moins prégnant au Cameroun. Ok. À côté de vous, il est là. Jonathan Batengene, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent. C'est un plaisir que de me retrouver ici à nouveau avec toute l'équipe de la Champions League des débats en Afrique et dans le monde. Voilà, madame, monsieur, nous prenons tout de suite la direction de Paris où nous attendent. Ils sont deux migrants qui sont partis de leur pays, le Cameroun, pour la France. Je vais commencer d'abord. Voilà, je vais commencer. Ah, il a le Cameroun toujours sur lui. Gaëtan Gankan, bonsoir Gaëtan. Bonsoir, c'est Jalotou. Bonsoir. Sikadi Berthier, le Carmite, c'est bien cela? Oui, mais ce soir, je préfère parler tout simplement de Sikadi Bertrand. Sikadi Bonsoir, Bertrand, Jalotou. pas Bertrand Merci de m'avoir Sikadi. invité. Ouais. Vous êtes en France, hein? Oui, Et je là-bas, suis c'est en le France, prénom. évidemment, je suis à Paris. Bon, voilà, je vous ai dit, vous allez nous dire, vous allez nous retracer votre parcours. Ça, ce sera le premier jet. Je vais commencer par celui-là qui est parti il n'y a pas longtemps. Je commence par Gaëtan Gankam. Gaëtan Gankam, il n'y a pas longtemps, vous étiez encore au Cameroun, mais votre parcours montre Garoua, Yola au Nigeria, Kano, Sokoto, Tawal au Niger, Tamanrasset en Algérie. Et vous dites que puis vous avez choisi d'aller au Maroc, puis d'Atrat, on vous a vu dernièrement en Europe. Gaëtan Gankam, dites-nous, ça a commencé quand? Vraiment, on vous écoute, puis on va écouter Bertrand, Sikadi Bertrand, il insiste, hein, d'abord Sikadi Bertrand. Merci Serge Alain et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bonsoir aux copanélistes en plateau au niveau de Douala. Avant de vous parler du sujet, du thème qui nous réunit ce soir, je voudrais avoir une pensée pour les Camerounais qui sont détenus dans les geôles du régime de M. Biya. Je pense au professeur Alain Foguet, à Olivier Bibou Nissak, à Sissoko Ayouk Tabé, membre au BBC et à tous les autres. Je voudrais également, dans cette même lancée, avoir une pensée pour ces soldats, parce que c'est comme ça qu'ils se font appeler, c'est-à-dire ceux qui sont coincés dans toutes les villes qui séparent le Cameroun de l'Europe. Parce que, voyez-vous, ces gens-là, aujourd'hui, les Camerounais se comptent en milliers, que ce soit au Nigeria, au Niger, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Algérie et au Maroc, dans des forêts, dans des ghettos. Et aujourd'hui, je voudrais avoir une pensée très, très forte pour toutes ces personnes-là. Lorsque j'ai fait ce devoir-là, c'est Jalin, j'aurais également profité pour tirer un grand coup de chapeau à un soldat, d'un autre genre. Il s'appelle Serge Branconana, qui est sorti de prison après avoir été torturé pendant près de 2 années, après les marches blanches du 26 janvier 2019. Lui qui, après la libération, a eu un accident très, très grave et il est aujourd'hui en souffrance. Serge, je pense à toi et je tenais à te le faire savoir à travers cette tribune aujourd'hui. Prompt rétablissement, mon frère. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent. Donc, je suis un immigré clandestin, je le dis en souriant. Mais si je souris, c'est pour ne pas attrister ceux qui nous regardent. Il ne faut pas vous y méprendre. Lorsque je souris, ce n'est pas parce que tout est rose. Au contraire, je sors de très loin. La traversée du désert, c'est comme la traversée de l'enfer. Donc, j'ai connu l'enfer. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour, comme le disait Guy Laurent Poix, apporter ma petite contribution afin que, qui sait,
un jour nous puissions régler et tordre le cou à ce fléau qui endeuille des millions de familles africaines. Si, je comprends, vous n'avez pas voulu parler de votre parcours. Bon, voilà, je vais poser la même question à Sikadi Bertrand. Vous avez fait 6 pays avant d'arriver finalement en France. Dites-nous, vous êtes également passé par le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne, enfin la France, fin 2014. Dites-nous, comment ça s'est passé? Effectivement. Avant cela, je vais d'abord saluer tous les copanélistes. Je vais dire bonsoir à Njombe, Penja. Donc, certainement, les gens sont là-bas, ils me regardent ce soir. Je vais dire un bonjour particulier à mes amis, d'ailleurs, mes frères. Et également, je vais saluer ici les prisonniers politiques du Cameroun, tous confondus, hein, qu'ils soient libérés, c'est mon souhait. Je ne vais pas oublier un point très important. Les familles de ces gens-là qui meurent dans le désert ou bien dans la mer, on oublie souvent de le dire, mais les mamans, j'ai reçu encore récemment des appels des mamans qui souffraient et qui ne savaient pas où étaient leurs enfants. Ça m'a fait tellement mal et ça m'a encore plongé dans mon passé de Beausailleur. J'espère que le thème aujourd'hui est assez connu de tous. Donc, j'espère que sur le plateau également, des gens qui nous regardent savent très bien de quoi nous sommes en train de parler. Donc, on parle ici des migrants clandestins. Donc, mon parcours, je pars de l'université de Douala en 2011 où je suis étudiant de philosophie. Je pars de là je retourne après un échec parce que je ne parviens pas à subvenir à mes besoins, tout seul étant aîné d'une famille de pratiquement 7 enfants. Je suis obligé de me débrouiller, à faire des petits boulots à gauche, à droite pour subvenir à mes besoins en tant qu'étudiant. Finalement, je ne parviens pas à tenir longtemps parce que je suis allé en guerre sans des munitions. Je suis obligé de retourner à Njombe Penja, où je travaille, n'est-ce pas, dans la plantation qu'on appelle le PHP, plantation du Haut-Penja. Vous avez certainement vu une vidéo récemment d'un jeune qui parlait de sa vie, de ses souffrances. Et quand je pense à ce jeune-là, je me vois en lui parce que je suis passé exactement au même endroit, exactement dans la même société, et je gagnais 28 000 francs tous les mois en travaillant de 7h, 6h30 pratiquement jusqu'à 18h. Donc, l'histoire de cet enfant m'a beaucoup touché parce que je me reconnais en lui, je suis passé par là. Donc, juste après ça, je suis parti à Yaoundé. Je vivais toujours des petits boulots, ayant tenté, bien sûr, hein, de trouver un travail normal. J'étais quand même étudiant, j'avais quand même pu avoir un bac, ce qui n'est pas donné à tous. Donc, j'espérais avoir quelque chose à mon niveau, mais je n'ai pas pu trouver. Donc, finalement, à Yaoundé, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je travaillais dans une briqueterie de mon oncle, je livrais des parpaings un peu partout dans des chantiers pour pouvoir gagner ma vie. Donc, finalement, c'était si difficile, je n'ai pas pu tenir. Je me suis dit, dans ce pays, je n'ai pas d'avenir. Et en commençant par mes grands frères, mes oncles et tout qui ont obtenu de gros diplômes et qui n'ont jamais pu travailler, je me suis dit, dans ce pays, je n'ai pas d'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'anticipe. Alors, c'est comme ça que je suis parti du Cameroun. Je suis allé par Yaoundé. De Yaoundé, j'ai rencontré quelqu'un là-bas qu'on m'avait présenté puisque je connaissais le trajet. C'est moi qui devais l'amener. On est parti de là, de la gare Voyageur. On est arrivé le lendemain. On est parti à 18h10. Je me souviens encore comme si c'était hier. 18h10 et on est arrivé dans la ville de Ngaoundéré le lendemain à 13h avec le train. Et puis de là, Ngaoundéré, très vite, je vais juste couper court hein, parce que si je vais aller au plus profond, apporter des détails, ça va être trop long. Donc de Ngaoundéré, je suis parti pour Garoua. Garoua, on est parti au Nigeria. Yola, on est passé à Kano. Kano, Zender, on est là au Niger. Du Niger, je suis passé dans le désert. On a fait 2 jours et demi, presque 3 jours dans le désert. Je suis passé de là, je suis allé en Algérie, donc Tamanrasset. Je pars de là pour Oran. Oran, je monte à Maknia. Bon, de là, je fais 2 ans et demi au Maroc, de traversée, de tentatives répétées. Et j'ai connu 11 échecs en traversant, je précise bien, par la mer, parce que le nombre de fois par les barrières de Ceuta et Melilla, je ne peux pas m'en souvenir, mais je sais que je suis allé à la mer 11 fois et c'était 11 échecs. Et donc, je suis passé la 12e fois.
Donc tout cela, évidemment, est raconté dans mon livre intitulé « Folie et calvaire des migrants ». J'ai pu retracer tout mon parcours de 3 ans d'aventure entre 2011 et fin 2014. Donc j'arrive en Espagne. En Espagne, je suis dans la rue pour un début à Madrid parce qu'on est dans un hôtel. On nous met dehors, on n'a plus où aller, donc on commence à se débrouiller dans les rues de Madrid. Et de là, on arrive à Bilbao. Bilbao également, j'ai passé plus de 4 mois en dormant sous les ponts. Je me souviens encore, voilà, du stade de San Mamés, on dormait juste en bas des ponts. Et il y avait des joueurs camerounais souvent qui venaient là-bas jouer. Je pense à Stéphane Bian, on courait derrière pour crier le pro et tout. Bon, voilà. On dormait en bas du pont du stade de San Mamés. Et de là, je suis arrivé à Paris. Paris, je n'avais pas où aller. Et tout de suite, je tombe à la tour Montparnasse. C'était mon rêve. Je m'étais dit, je vais arriver à Paris. Je vais au bout de mon rêve. Il y a un Camerounais donc, qui me prend mon argent, qui me dit, je te paye. En fait, je ne connaissais pas, je venais juste d'arriver. Et donc, je donne 80 €. Il me coupe un covoiturage pour Paris. Mais normalement, il me coupe plutôt quelque chose pour Bordeaux. Et Bordeaux, je me retrouve encore dans la rue parce que le Camerounais m'a lâché. Il a pris mes sous. De là, je me débrouille et je suis obligé de voler le TGV. J'ai fait 3h30 du TGV, 2h30 dans les toilettes, tout le temps en train de courir. J'ai changé de rame tout le temps pour éviter d'être arrêté. Et c'est comme ça que j'arrive finalement à la tour Montparnasse. Je prends mes cartons, je dépose là, je commence à dormir. Après avoir passé 7 heures de coup de fil, ça ne faisait que sonner, mais le 115 ici qui est censé héberger les gens ne répondaient pas parce qu'ils m'ont dit évidemment, vous êtes un homme, priorité aux femmes et aux enfants, donc débrouillez-vous. Alors qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je suis resté en bas de la tour, j'ai mis mes cartons comme un bon aventurier. J'étais habitué à cette vie-là depuis pratiquement 3 ans déjà. Et la chance est venue, une fois je suis tombé sur mon papa, Victor Dandy, de l'association des Bamedjou de France, que je remercie ici, je ne cesserai jamais de le remercier. Qui m'a merci Sikadi Bertrand, voilà. Merci donc, également à Gaëtan Kaka pour ce témoignage. Yves Abama, il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué, cette phrase de Sikadi Bertrand, il dit, à un moment, il dit, je n'ai pas d'avenir dans ce pays. Il décide donc de partir. Voilà, je voudrais dire que ce que j'entends de la part de nos compatriotes de l'autre côté me laisse perplexe. Je commence par élaguer un certain nombre de choses. Ils disent qu'ils sont des millions de Camerounais à être sur les routes comme ça. Je voudrais dire que s'ils sont des millions de Camerounais à être sur les routes en train de partir, il y a des millions d'autres étrangers qui sont au Cameroun. Et personne ici ne va le nier. Donc il ne faudrait pas dessiner un pays où il est impossible de vivre, au point où les gens sont obligés de partir, de prendre tous les risques qu'ils sont en train de donner. Je voudrais également revenir sur un élément. Il faut qu'on mette définitivement fin à un débat ici au Cameroun. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Mettons fin à ce débat. Non, je vous dis vraiment, non, on va organiser. Non, voilà. Il faut qu'on avance. Oui, vous êtes 4 partenaires. Mettons fin à... Oui, on va voir ça. Yves Abama, c'est voilà. Allons-y, restons sur l'immigration clandestine. Maintenant toujours sur les migrants. Je voudrais rappeler aux Camerounais qui nous écoutent que le Cameroun n'est même pas parmi les 10, les 15, les 20 plus gros pourvoyeurs de migrants en Afrique. Même pas. Donc, on ne nous fasse pas croire que les gens vont chercher, vont à l'aventure parce que la vie au Cameroun est impossible. Non. Il y a un certain nombre de conditions difficiles dans ce pays. Mais chacun donne ses raisons. Hein. Justement, chacun donne ses raisons. Et il ne faudrait pas que les raisons de chacun tendent à être érigées en raison générale. Vous voyez, chacun a ses raisons. C'est comme lui, il a choisi de partir, que beaucoup ont choisi de rester là. Beaucoup ont choisi d'aller faire les champs au village. Vous voyez, on ne peut pas venir justifier son besoin d'aventure, son désir de se déplacer par la difficulté des conditions de vie et autres. Il y en a partout. Est-ce que ces messieurs peuvent nous dire un pays en Afrique où il fait mieux vivre qu'au Cameroun, où ce qu'on voit au Cameroun n'y est pas? Donc à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on tombe dans la caricature. Les gens sont partis, ils ont choisi de partir. On ne peut pas leur en vouloir pour ça, mais il ne faudrait pas qu'ils fassent de leur départ ou alors de leurs conditions au Cameroun les raisons objectives du départ de tous les Camerounais. Non. Je voudrais rappeler que en réalité, l'immigration est organisée. L'immigration des populations africaines vers l'Occident est organisée. Il faut avoir une vue un peu plus holistique de la situation. Si on reste à dire c'est parce qu'il y a la pauvreté, non. Posons-nous un certain nombre de questions. Vous allez vous rendre compte que, en fait, on a organisé volontairement la pauvreté chez nous. Comment?
J'ai lu un article de l'agence Ecofin, un article qui analysait un peu les tissus économiques africains, où il nous révélait que, en fait, on a créé la pauvreté en Afrique. Et on a créé la pauvreté en Afrique comment? On crée la pauvreté en Afrique au moyen des multinationales, le commerce international. Vous voyez que les gens viennent ici, ils viennent vous pomper les devises, ils renvoient chez eux. On vous dit que l'argent que ces multinationales rapatrient chez eux est 10 fois supérieur à l'aide au développement. C'est-à-dire quoi? On dit on vous donne 10 francs, on renvoie de l'autre côté 100 francs. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On a minci votre tissu économique, les commerçants sont au marché, ils ne voient pas l'argent, on crée la pauvreté et on vous montre qui comme bouc émissaire, ceux qui sont au pouvoir. Ouais. Et ça, c'est le rapport de Fonds international. C'est-à-dire que quand vous allez chez eux, vous travaillez de l'argent, vous ne pouvez pas le faire rapatrier ici, mais eux, ils viennent, ils travaillent de l'argent, ils le font rapatrier par au mécanisme, par le moyen des règles qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Conséquence, la pauvreté est accrue. Et du coup, les Africains qui voient ces gens-là à la télévision et qui rêvent d'un monde comme celui-là se disent, mais attendez un peu, c'est beau là-bas, il faut qu'on y aille. D'accord? Donc les Africains qui partent d'ici pour aller là-bas, en fait, ils vont chercher le travail que ces gens-là viennent prendre ici et renvoyer dans leur pays. Et ces Africains qui vont là-bas ont raison d'y aller. S'il y a le travail là-bas, il faut qu'ils y aillent. D'accord? Mais qu'on ne dise pas qu'ils vont là-bas simplement parce que la vie ici, les gouvernants, non, non, non. Il faut qu'on arrête avec ce Cameroun bashing, cet Africa bashing, qu'on dise un certain nombre de vérités. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ont été organisées. Disons-les avant de continuer dans le débat. Merci. Guy Laurent Kouam, on sait, tous ceux qui décident du jour au lendemain de partir savent pertinemment ce qui les attend. Le désert, la Méditerranée. Mais ils y vont quand même. Toujours. Oui. On a le dernier épisode en là, dont on parle de 40 Camerounais qui seraient partis de Douala. Je suis très à l'aise dans ce... Une quarantaine de Camerounais. Je suis très à l'aise dans ce débat parce que c'est un débat qui, normalement, devrait se partager entre les deux pans, à la fois technique et politicien. Oui. Et voyez vous-même que même les choses qui sont assez logiques, assez visibles par le commun des mortels, le RDPC arrive quand même à nous organiser une fumisterie pour que les gens ne comprennent pas exactement la question de l'immigration. Répondez à la question, laissez le RDPC. De l'immigration clandestine ou illégale. Oui. Parce que c'est une question de politique de développement global. C'est-à-dire que le monde entier a pris la question de l'immigration clandestine comme une question urgente à laquelle les États ensemble vont répondre. Et ils ont décelé les causes de l'immigration illégale ou clandestine. Et donc, pour que les téléspectateurs comprennent, elles sont de plusieurs ordres. On a premièrement les causes économiques, la pauvreté. Quand les gens n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins de base, ils se demandent, est-ce qu'on peut aller chercher ailleurs? C'est un réflexe humain. Bien. Quand le représentant du MRC déroule, je peux lui reposer la question. Du RDPC. Okay. Quand le représentant du RDPC, j'adore le MRC, donc ça revient tout le temps. Okay. Quand le représentant du RDPC déroule les raisons inadéquates et qui n'ont aucune valeur dans ce débat, il oublie de dire que quand les gens n'ont pas d'eau, ils vont aller chercher l'eau ailleurs. Quand les gens n'ont pas d'électricité, nous sommes dans un pays où vous ne pouvez pas passer une semaine sans qu'on ne vous coupe l'électricité. Ah bon? Et quand vous savez qu'il y a des pays où, quand on coupe l'électricité, c'est un scandale. Oh là là. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui peuvent faire 5 ans, à Berlin par exemple, on a fait pratiquement 22 ans, sans qu'on ne coupe la lumière un seul jour. Il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Quand vous parliez, j'étais très respectueux de votre temps de parole. Donc là maintenant je parle aux Camerounais et on éduque les Camerounais. Qui est comparable. Quand vous avez des villes où on peut avoir de l'électricité pendant 20 ans, sans qu'on ne coupe une fois, alors que chaque fois que vous êtes chez vous ici, à Douala ou à Yaoundé, tout le monde se demande en rentrant chez lui, est-ce que je vais trouver l'électricité à la maison? Quand vous avez une dame comme Monique Koumatekel, qui va se retrouver à l'hôpital La Quintini, et qu'on ne peut pas prendre soin d'elle, là je parle des questions de santé, et que vous savez qu'il y a des pays où la prise en charge, où vous avez l'assurance maladie universelle. Donc je veux dire que il y a des questions comme celle-là qui font que sur le plan économique, on ne peut pas s'étonner que l'immigration clandestine soit d'une actualité aussi prégnante au Cameroun. Je voulais dire au préalable encore dans ce débat que s'il faut étudier l'immigration clandestine, le Cameroun est le meilleur laboratoire. Parce que je vais continuer dans les causes et vous comprendrez que toutes les causes concitent
dans les forums internationaux sur la question d'immigration, on le retrouve au Cameroun. Et le Cameroun n'est même pas parmi les 20, hein, les 20 pourvoyeurs d'immigrants, dites-le. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance à un chiffre qu'un garde du RDPC donne? Cherchez vos chiffres. Merci, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Oui, rapidement. Donc vous avez sur le plan économique, je vais développer cela. Ce qui est important encore de relever ici chez nous, par exemple, sur le plan politique, quand vous avez un pays où on n'arrive pas à avoir une démocratie participative, où vous avez l'impression que tous les droits des citoyens, jusqu'aux droits civils et politiques, sont verrouillés. Un gars va être dans ce pays, dans le jeu politique, et c'est qu'il ne pourra jamais être maire à Douala alors qu'il est camerounais. Qu'est-ce qui se passe quand il voit qu'un autre, une Rwandaise, va être... Est-ce que je peux terminer? Quand tu vois qu'une Rwandaise ailleurs peut être maire ou gouverneur au Canada, ça c'est un autre débat, si vous voulez on le fait. Il se dit ailleurs, ailleurs les droits des citoyens sont respectés. Quand vous avez un pays qui est en guerre, la guerre c'est une cause mondialement reconnue d'immigration clandestine. Nous avons une guerre au Nozo et que les autorités n'arrivent pas à se dire il faudrait qu'on fasse tout pour que nos jeunes ne se sentent pas en insécurité et puissent rester développer ce pays. Quand nous sommes dans un pays en guerre, il est normal que les gens se disent on va aller chercher bonne fortune ailleurs. Voilà. Une autre raison, je termine là-dessus, oui, rapidement, c'est également qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, nos jeunes frères, vous avez vu tout à l'heure, vous avez fait parler des gares à Paris, nos jeunes frères commencent à voir qu'il est possible de quitter d'ici et aller ailleurs en passant par la route. Et là, tout à l'heure, j'ai un peu frémi. Quand les gars donnaient le cheminement, je vous regardais en me disant, est-ce que vous savez qu'actuellement, où on parle là, il y a des jeunes qui sont en train de noter ces différentes villes et qui se disent, je vais également quitter la misère pour aller quitter les gares, pour aller retrouver les gares en Europe qui nous miroitent un bonheur qui parfois n'est pas celui auquel on croit, mais on se dit quand même, c'est mieux ailleurs qu'ici. Voilà. Paul Youm, pour vous, qu'est-ce qui, de votre point de vue, face à tous ces risques, beaucoup savent ce qui les attend. Moi, je continue d'insister là-dessus. On sait qu'il y a le désert et il y a la Méditerranée. Mais ça ne décourage presque personne. Comment comprendre cette détermination? J'ai écouté avec beaucoup d'attention le récit de M. Sikadi. Oui, Sikadi. Je vais vous raconter une anecdote. Nous sommes au cours de l'année 2008. Je suis élève en classe de seconde d'un établissement privé de la place. Un établissement, je peux vous garantir que ce n'est pas le fils du cordonnier qui y était. Et celui dont je parle, son père était un des adjoints dans une mairie, une famille bien nantie. Et il nous dit en fin d'année qu'il faudrait qu'on aille en aventure. Nous étions, je me rappelle ce jour dans ces conversations, nous étions 4. Vous parlez le fils d'un monsieur très fortuné. Il lui dit qu'il fallait qu'on aille en aventure. Et moi, je m'exclame avec un autre, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire en aventure? Ceci, c'est pour vous dire que l'aventure, c'est pas juste parce qu'on est dans la difficulté. Je peux vous garantir que eux, ils manquaient de rien. Mais c'est juste qu'il y a la mondialisation qui vend l'image extérieure, effectivement. Parce que là, quand vous écoutez M. Sikadi, il dit d'abord qu'il est parti parce qu'il ne croyait plus au Cameroun. Mais il a une phrase qui est antinomique. Il vous dit plus tard que la gare Montparnasse, c'était son rêve. Donc, au-delà de la difficulté qu'il a rencontrée au Cameroun, il y avait un rêve aussi derrière, qui est celui de voir l'extérieur. Et là, dans cette conversation 2008, j'ai un camarade Saint-Aimé, il nous regarde, Josias, je le salue en passant, il était partant. Il dit qu'il fallait qu'on y aille. Nous, on a décidé, on ne va pas, nous ne sommes plus allés. Cet ami Josias, aujourd'hui, je vous dis, il est patron d'une société de transit. Je vous garantis que si on monte à 2008, on lui pose encore la question, est-ce qu'il fallait partir en aventure? Il dirait jamais. Ça veut dire que même dans les situations les plus difficiles, mais aussi qu'il aurait pu choisir l'exode rural, c'est-à-dire quitter Njomé pour venir peut-être à Douala, à la Yaoundé, je sais pas. Par exemple, sauf si peut-être ça m'échappe. Ah, d'accord, ça m'échappe. Mais il a choisi le chemin de la route. Il savait les risques qu'il encourait. Il a choisi le chemin de la route. Dieu merci, il est arrivé. Il est vivant. Nous pouvons remercier le ciel pour cela. Mais nous devons savoir une chose. Peu importe la difficulté, même Haïti, même dans les grands pays, il y a des difficultés. Et le peuple camerounais, c'est un peuple qui est reconnu comme un peuple résilient, malgré toutes les difficultés. Guillois a évoqué un certain nombre de difficultés, mais il faudrait que nous gardions, que nous ayons la foi.
Je voudrais saluer d'ailleurs tous les jeunes qui travaillent dans le secteur agricole. Vous avez par exemple le Minader. Au moment où je vous parle, vendredi, il y a un programme téléfoot qui est fini au Minader, qui est en train de financer des projets agricoles. Il y a plusieurs projets comme ça, mais malheureusement, nous n'avons, je ne parle pas de celui-là, lui il est foireux. Mais nous avons malheureusement... Il y a des milliers de jeunes qui ont bénéficié de mais Abama, on sait que le public Abama. C'est pour dire donc qu'il y a souvent des débouchés, mais malheureusement, soit nous n'avons pas l'information ou l'information est conservée par ceux qui la tiennent pour des raisons que nous connaissons. Merci de le dire. Et je voudrais dire à tous ces Camerounais qui sont là à l'étranger, n'en voulez pas à votre pays, parce que même si les conditions difficiles qu'il y a au Cameroun sont dues au fait que nous avons une gouvernance que nous connaissons tous les types de gouvernance que nous avons, mais il faut toujours garder à cœur le Cameroun. Je voudrais prendre un exemple mondial, planétaire de persévérance, Francis Ngannou. Vous savez que Francis Ngannou, il était à l'ouest, il a été à la carrière, il a pris la même route et aujourd'hui il est champion du monde, il fait la fierté du Cameroun. Il n'a jamais renié son pays, il est resté camerounais. Je voudrais inviter tous ceux-là qui sont à l'étranger, qui ont pris la route, de garder le Cameroun en cœur, de savoir qu'un jour ça changera, qu'il reste des Camerounais et qu'ils doivent toujours vendre l'image du Cameroun à l'étranger. Voilà, Jonathan Batinguene, quel type de société, dans quel type on se retrouve là avec des jeunes qui pensent... pour la plupart, à l'Eldorado, il ne faut pas s'en cacher. Beaucoup rêvent de partir. Tout à fait. C'est assez dire qu'ils rêvent de partir. Pas, c'est faux. Beaucoup rêvent. Mais maintenant, il y a quelque chose, je sais. Malgré les difficultés, il faut préciser, ils savent que ceux qui ne peuvent pas prendre un billet d'avion, un visa et tout ça, c'est la route. Peut-être aussi c'est le moment de lever l'équivoque. L'histoire des migrations nous apprend que le monde est un monde où les individus se déplacent. Nous tous qui sommes ici, nous sommes les descendants d'anciens migrants. C'est-à-dire nos ancêtres sont partis d'un point du continent à un autre point avant de se sédentariser sur un territoire peut-être au gré de la colonisation. Donc la migration n'est pas une anomalie. C'est pas un phénomène nouveau. La nouveauté dans la migration, c'est le discours des spécialistes et des politiques sur la migration. Par exemple, il y a une catégorie sociale qui a émergé, c'est la catégorie des immigrants clandestins. C'est dire quoi? Si vous prenez l'histoire des migrations, vous constaterez que tous ceux qui se sont déplacés sans papier, parce qu'il n'y en avait pas, se sont déplacés, n'avaient jamais été taxés d'immigrants clandestins. Mais il y a cette nouvelle catégorie qui est une catégorie travaillée par les politiques de l'Occident, qui surtout mise sur un discours xénophobe pour se redorer une certaine, un certain blason en Occident, utilise donc la catégorie de l'immigrant clandestin comme étant un individu dangereux ou bien un individu qui pose des risques. C'est toutes les perceptions qu'on développe sur le migrant clandestin qui font en sorte qu'il y ait un ramadan médiatique justifié dans les médias mainstream. C'est ça qui fait en sorte que nous parlons aujourd'hui de l'immigration clandestine comme d'un fléau, mais ça n'en est pas un. Pourquoi? Parce que si on prend l'immigration clandestine dans le continent, prenez les données de tous les organismes, c'est 80% à l'intérieur du continent africain. C'est dire que le taux d'accueil du Cameroun en migrants clandestins est plus important que le taux qu'accueille la France annuellement. Mais parce que cette catégorie a été travaillée politiquement pour être comme une catégorie sujette à risque, une catégorie qui pourrait prendre l'emploi des personnes qui sont des nationaux, comme une catégorie qui apporte l'insécurité, qui a des risques de terrorisme, eh bien, il y a une politique spécifique qui leur est accordée. Et c'est ce ramadan international qui fait de la migration clandestine un grand problème. D'abord, il faut que nous, les Africains, on prenne la migration telle qu'elle. Maintenant, il y a le deuxième élément, et M. Youma a bien fait de le soulever. Il y a les rêves individuels. Ouais. Nous n'avons pas tous les mêmes rêves. Que les gens c'est simpliste de dire que si les gens vont à l'étranger, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Il y a des gens qui, depuis leur bas âge, rêvent de se retrouver à Paris. Il y a des gens qui rêvent d'aller à Londres. Il y a des gens qui, malgré même les opportunités ici, vous disent que moi, je serai à l'aise quand je serai au Québec. Oui, il peut abandonner. Il y a des gens qui ont un bon boulot, qui abandonnent. Donc, combien de temps on dit qu'elle avait son salaire de coiffure? On peut avoir des rêves et puis les projets de vie justifient aussi la migration.
Les gens ont des projets de vie et ils ont des ambitions tournées vers l'extérieur. Maintenant, il y a aussi les conditions économiques. Ça, il ne faut pas les mettre hors de notre portée. Les conditions économiques, parfois extrêmes, peuvent pousser un individu au désarroi. Et dans ce désarroi, il n'a d'autres alternatives dans sa perception. Parce que chacun, dans son analyse, fait une sorte de balance entre les avantages et les inconvénients. Il se dit, je n'ai plus d'autre choix que de partir. Donc, il faut garder une analyse multivariée quand on parle de l'immigration. On ne peut pas prendre un seul élément et dire c'est l'élément fondateur de la migration. Non, il y a plusieurs éléments qui expliquent. Voilà. Maintenant, on rentre peut-être dans les politiques publiques qui encadrent les migrations. Au Cameroun, c'est ce qui, jusqu'à présent, amène à s'inquiéter, c'est que les politiques publiques n'ont pas encore mis la question sur le migrant lui-même. Jusqu'à présent, les projets sont basés sur les projets d'encouragement de la jeunesse, les projets, et on se dit que parce que les conditions vont s'améliorer, les individus ne vont plus vouloir migrer. Or, il doit y avoir une politique spécifique pour les personnes qui sont candidates à l'immigration. C'est-à-dire qu'on met des éléments, des structures à la base qui détectent ce genre d'individus. Ils sont dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, comme l'a dit Paul Eyou. Et ces structures peuvent les accompagner dans leur projet de migration. Et là, on peut travailler avec les États cibles de leur migration. Oui. Parce que si le Cameroun ne veut plus que ses citoyens se déplacent de manière clandestine, le Cameroun devrait travailler avec ces États pour avoir des programmes spécifiques où ces jeunes qui ont envie d'aller à Paris, qui ont envie d'aller et qui ont parfois du talent pour, vous avez vu M. Sigadi, c'est un philosophe, donc il aurait pu aller à Sorbonne, continuer ses études et puis réaliser son rêve dans un cadre structuré. La Libye l'a fait, la Guinée équatoriale toute proche le fait, le Gabon le fait, donc le Cameroun pouvait développer une politique spécifique pour permettre l'immigration légale. Voilà, il y a des réactions. D'abord, rapidement, Guilo Rankwam, oui, donc avant d'aller à Paris. Et voilà, donc, finalement, on est arrivé aux conditions économiques. C'est-à-dire que, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, la question de l'immigration est une question qui est, elle est civilisationnelle. Les peuples ont toujours bougé. Et les peuples bougent effectivement parce qu'il y a une raison. Et là, on ne bouge pas pour rien. Et nous disons qu'au Cameroun aujourd'hui, les conditions sont tellement mauvaises. Non, elles sont tellement réunies pour que les Camerounais veuillent aller voir ailleurs. Mais je suis un peu embêté. Parce que nous ne sommes pas ici pour justifier l'immigration clandestine. Non, c'est également question. C'est ce que vous faites. Non, on analyse. On analyse et on trouve des coupures d'électricité. Bien sûr, on analyse et on trouve des résultats. Il est important que nous disions à nos jeunes frères qu'il est possible de tout faire pour que les choses aillent bien. Malheureusement, en face, vous avez des discours. Quand, sur le plan éducationnel, les enfants ont besoin d'une bonne éducation. Vous croyez qu'on peut l'avoir au Cameroun? Il me semble que non. Et que les gens veulent aller le chercher ailleurs. Non, Monsieur Patrick parlait de je suis un produit de l'université. Est-ce que je suis un produit de l'école camerounaise? Vous n'allez pas dire que j'ai été mal formé. Sauf si vous-même vous êtes un produit de formation. De toutes les manières, je crois que les universités camerounaises ne sont pas parmi les meilleures. En attendant que nous parlons d'enseigner nos enfants, des professeurs d'université politiser. On a des professeurs d'université qui passent le temps sur les réseaux sociaux à insulter les Camerounais et à leur dire ceux-là sont dans les controverses avec leurs autres adversaires. Et ils ne confondez pas l'homme politique avec l'enseignant. Je parle des enseignants sur Facebook. Est-ce que je peux terminer? Il a un homme politique. Nous avons, monsieur, pardon, je vais répondre. Et nous avons des hommes politiques. Et nous avons des hommes politiques qui disent aux Camerounais, si vous n'êtes pas content, partez. Ok. Oui, je voulais réagir à ce qu'il dit. Oui, rapidement. Oui, parce qu'avant vous, c'est Paul Eyum qui devait normalement intervenir. D'énergie là, ça ne passe pas. Partout il y a ce genre de problème. La misère, ça ne passe pas. Partout il y a la misère, elle est partagée partout. Partout il y a ce genre de problème. Et tout à l'heure, je vous ai fait remarquer, soyez courtois, je vous ai fait remarquer que le Cameroun n'est même pas parmi les 20 pays pourvoyeurs de migrants. Opposez-moi des chiffres. Mais quels sont vos chiffres? Mais quels sont vos chiffres? Je vous dis, vous dites, prenez votre téléphone. Vous êtes la source de quoi? Prenez votre téléphone. Vous prenez tous les classements. C'est pas moi, je vous dis. Mais au quartier que les gens prennent le téléphone. Mais quelle étude alors? C'est Jalin, prenez votre téléphone. On ne travaille pas pour vous. Vous allez vous rendre compte
Sud. Le Cameroun n'est même pas parmi les 20 pays pourvoyeurs de migrants. C'est Donc pas ce vrai. discours-là, vous le Nous, mettez de on a côté. vu des vidéos dans les Je réseaux voulais sociaux dire, où les je voulais dire Camerounais une sont plus chose. nombreux. Je On les voulais dire voit une chose. dans Ça, les c'est réseaux faux. sociaux. Ça, c'est Si, faux. on voit les vidéos. Je voulais dire une chose. Ne me perturbez pas. Et Je les voulais dire Camerounais une connaissent chose. très bien les chemins de Dis-le l'enfer. encore. Oui, Merci. permettez. Je voulais dire une chose. Tout à l'heure, j'ai dit que l'immigration clandestine a été organisée depuis l'Occident. Et les analyses de Jonathan Batengere m'ont conforté là-dedans. Je vais plus loin. Est-ce que vous savez qu'au moment où nous parlons, le séjour irrégulier en France a été dépénalisé. Avant, c'était un délit. Hein. On a abrogé. D'accord? Vous savez qu'il a été mis en place un pacte pour l'immigration. Attendez. Mais c'est les droits humains, c'est les droits de l'homme. Monsieur, c'est les droits de l'homme. Vous avez l'impression qu'on va emprisonner tout le monde. Vous m'écoutez? Même quand vous arrivez chercher fortune ailleurs, on va vous emprisonner. Non, mais c'est la question que je veux. Donc vous demandez à la chaque Camerounais qui arrive là-bas, qu'on l'emprisonne. Comme vous emprisonnez ici. On emprisonne pour tout ici chez vous. Monsieur Kwam n'a rien compris. Même jusqu'à l'immigré. Attendez que je vous explique. Monsieur Kwam, jusqu'en 2012, la France pénalisait ces délits. Mais ils ont compris que pour les droits humains, c'est pas normal. Suivez. C'est des indications de la communauté internationale. Vous devez prendre soin. Monsieur Kwam, disciplinez-vous. La France pénalisait cette affaire, elle a dépénalisé. L'Union européenne a dépénalisé. Et vous savez ce qui s'est dit en Occident? C'est que les peuples disent. Les peuples disent que non, nous sommes en train d'aller vers la création d'un nouveau droit, le droit à l'immigration. Et les peuples le condamnent. Puis je vais même le droit à la vie. Le droit à la vie, monsieur. Et le droit au bien-être. Ça, s'il vous plaît. Le droit au bien-être. Regardez bien. Il y a une question qui s'est posée dans la société française. Quelqu'un avait demandé, mais à qui profite le travail de l'immigré? Et vous savez comment on a répondu? On a répondu de manière embarrassée toute la société française. La réponse c'est quoi? La réponse est que le travail de l'immigré clandestin profite non seulement aux Français lambda qui, du fait de son pouvoir d'achat, voit un certain nombre de marchandises sur le marché ne pas coûter cher parce que la main qui concourt à les produits a été payée très faiblement. Et maintenant, du côté des entreprises, parce que les grands patrons ont employé une main-d'œuvre pratiquement gratuite. Vous comprenez pourquoi je vous dis que l'immigration clandestine a été organisée, elle est entretenue, elle est faite à dessein. Si on avait de bonnes politiques pour les retenir, ça profiterait au pays. Avant d'arriver où je voulais donner un exemple de ce que Abama a dit. Il y a un boulanger en France qui a fait le buzz, je crois, cette année 2020, parce qu'il y a son artisan, son ouvrier, qui est son homme de main, qui l'aidait, et du jour au lendemain, il était arrêté parce qu'il n'avait pas de papier. Ce boulanger-là a fait la grève de la faim pendant plusieurs jours et finalement, on a donné le papier à ce migrant. L'État français l'a reconnu comme une personne sur son territoire. Et il a vu ça, ça a fait beaucoup de buzz. Ce boulanger était totalement bouleversé. Il a même pleuré les temps là. Il expliquait que ce migrant, c'est lui qui se levait à 5 heures pour faire la pâte, etc. Bon, maintenant, là où je voulais arriver concernant le Cameroun, au-delà de la situation financière et économique, il y a un autre problème, c'est qu'on a tué dans notre société le mérite. Dans une société où il n'y a plus le mérite, il vous dit qu'il a le bac par exemple philosophique, mais malgré son bac, il ne voit pas la perspective. Il n'y a pas d'ouverture. En réalité, vous n'avez pas dit quelle qualité de bac. Alors que c'est le problème, s'il vous plaît. Mon Dieu, il va être compétitif. Abama, tu est-ce qu'il est compétitif? Abama, tu es le plateau. Est-ce qu'il est compétitif? Vous allez continuer, je vous en prie. Non, c'est normal. S'il n'a pas un bon nom, je vous en prie. S'il n'a pas un bon nom, c'est normal. S'il n'a pas un bon nom, c'est normal. Le tribunal d'État aussi peut justifier son bac est mauvais. Je vous en prie, Guy. Il n'a pas un bon nom. On se retrouve, madame, monsieur, après le 20h. Le tribalisme, c'est vous. Oui, tribalisme.